Bonjour Françoise Tulkens. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre du projet Bâtisseurs d'un droit commun. Vous êtes professeur émérite de droit pénal et de criminologie de l'Université de Louvain. Vous avez été juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme et nous aimerions connaître davantage vos contributions à l'esquisse de ce droit commun. Lorsque l'on connaît un petit peu votre parcours, on réalise finalement que vos missions ont toujours été guidées par l'idée que le droit devait être un instrument au service du juste. On pourrait même dire une arme au service du juste. Je pense en particulier au procès de la guerre d'Algérie qui ont fait naître votre vocation d'avocate. Et pour commencer cet entretien, j'aimerais bien connaître votre conception du droit ou du juste. Ah, c'est une grande question, hein. C'est une grande question. Le droit n'est pas une arme, parce que je ne suis pas militariste. Donc non, le droit est un instrument. Le droit n'est pas une fin en soi. Ça, c'est vraiment ce qui m'a toujours guidée. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un instrument en vue de l'établissement d'une société plus juste, plus pacifique d'ailleurs aussi. Et je trouve qu'on a tellement de chance, serait dans nos démocraties occidentales, d'avoir un droit. Et donc, il faut l'utiliser au mieux. Ça, c'est quelque chose dont je trouve les étudiants devraient être extrêmement conscients. C'est un instrument en vue de l'établissement de quelque chose. De la justice, qu'est-ce que c'est la justice? Là, on pourrait en parler pendant des heures. Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt un instrument pour lutter, alors là, je reprends de nouveau une métaphore guerrière, aïe, 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 pour lutter contre l'injustice. Parce que la justice, au fond, c'est ce qui nous entoure. C'est ce qui nous entoure, et là, on doit être extrêmement attentif. Donc, pour moi, le droit, c'est vraiment un instrument pour tenter d'éradiquer l'injustice, cette injustice qui nous entoure, mais par rapport auquel on doit pouvoir encore s'indigner, par rapport auquel on doit se montrer extrêmement vigilant. Alors voilà, c'est dire en quelques mots, on ne peut pas dire que c'est toute la conception que je peux avoir du droit, ni de la question de la justice. Ce sont des thèmes immenses, mais auxquels on doit être perpétuellement attentif. Parce que sinon, on fait du droit une espèce de fin en soi, et ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Alors c'est une pure technique. Bon, les techniques, c'est très bien, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment quelque chose en vue de. Je sais aussi que votre parcours professionnel a été guidé par des rencontres. Des rencontres avec des personnalités marquantes, des coups de cœur qui sont à la fois intellectuels mais aussi personnels. Et j'aimerais que vous puissiez évoquer avec nous 3 de ces rencontres que vous pouvez choisir parmi, j'imagine qu'il y en a beaucoup, Oui. mais si vous deviez en choisir 3. Alors là, je vais vous les dire. Et je voudrais juste dire encore un petit quelque chose par rapport à la question précédente. C'est vrai que vous avez évoqué le début, au fond, de mon intérêt vraiment très profond pour le droit avec la guerre d'Algérie chez vous. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a quand même profondément marqué et qui m'a continué à le marquer tout le temps, c'est les questions de torture à l'époque, que tout le monde niait. Que tout le monde niait, sauf quelques avocats qui avaient une espèce de vigilance à ce moment-là. Et ça, alors, par rapport à ce que la question précédente, droit et justice, d'avoir la vigilance sur des choses qui paraissent inacceptables, inadmissibles et dont on se rend compte de la réalité parfois 20, 30, 40 ans plus tard. Alors, les rencontres majeures. Eh bien, moi, je vais vous dire, c'est d'abord Mireille Delmas-Marty. Voilà, je dirais Mireille Delmas-Marty, pour moi, d'abord, maintenant, c'est vraiment devenu une très, très grande amie, mais elle a quand même joué un rôle dans le développement du droit pénal et des droits fondamentaux, pour moi, absolument essentiel. Ce que je trouve passionnant chez Mireille Delmas-Marty, depuis toujours, puisque je la connais depuis, je n'ose pas dire, mais vous n'étiez peut-être pas née, depuis des années, c'est cette conception extrêmement ouverte qu'elle a du droit, profondément ouverte, une conception à la fois interdisciplinaire, ce qui, à mon sens, est la dimension essentielle que le droit doit avoir. Il faut avoir une approche interdisciplinaire parce que le droit doit se faire interroger par la philosophie, par la sociologie, par l'histoire, par la psychologie. Sinon, ça n'a aucun sens. Et donc ça, Mireille Delmas-Marty, je trouve, elle a toujours non seulement une conception interdisciplinaire, mais aussi interculturelle. Et ça m'a fort frappé, une conception interculturelle. Et disons-le franchement, moi, oui, les droits fondamentaux, les droits de la Convention européenne des droits de l'homme, on les connaît, mais c'est vraiment Mireille qui m'a poussé, ou tu vois, qui m'a inspiré de continuer dans ce domaine-là. Rappelez-vous, il y a des années, son ouvrage, par exemple, Raisonner la raison d'État. Il y a toute une série de thèmes sur les droits fondamentaux qui, pour moi, ont joué un rôle majeur. Et alors, ici, au Collège de France, ces ouvrages sur les forces imaginaires, ou imaginantes, les forces imaginantes du droit. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Le droit doit absolument, ou les étudiants en droit, ou tous ceux qui font profession de juriste, ils doivent avoir cette imagination pour à la fois tenter de créer un droit nouveau, adapté aux circonstances nouvelles. Et ça, Mireille Delmas, c'est pour moi vraiment, voilà, je le dis très franchement, ça m'a profondément marqué, non seulement au point de vue intellectuel, mais au niveau personnel. Et donc, ça, c'est... Alors, une autre, ben voilà, c'est encore le Collège de France, je ne le fais pas exprès, c'est Michel Foucault. Moi, je suis la génération de Foucault.
Alors vous serez l'autre génération et d'autres seront d'autres générations, bien entendu. Mais moi, je suis vraiment cette génération de Foucault, à la fois cette remise en cause, mais d'une intelligence profonde que Foucault a par rapport au pénal. Surveiller et punir, il faut reconnaître que ça a été un coup de tonnerre dans un ciel bleu pour des pénalistes. Ça a été vraiment un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Et alors, j'ai eu la chance de pouvoir inviter Michel Foucault à l'université de Louvain en 81, où il a fait un cours sur les fonctions de l'aveu en justice. Mal faire, dire vrai, les fonctions de l'aveu en justice. Et donc, moi, j'étais jeune prof à ce moment-là, ou assistante, je ne sais plus très bien. Et donc, j'étais chargée de mettre en place ce cycle de cours qu'il a fait. Alors, ne fût-ce que de rencontrer la personne, moi, d'abord, au début, j'étais d'une timidité totale, vous imaginez bien. Puis, on a fait un séminaire avec lui sur la défense sociale. Mais voilà quelqu'un qui m'a profondément marqué du point de vue intellectuel, du point de vue du pénal, mais aussi, alors, cette autre dimension qui, moi, était toujours le fil rouge de ma vie, qui est une vie comme tout le monde, hein, tout simplement, mais de dire que les problèmes de la cité, les problèmes de la vie doivent intéresser, doivent engager le juriste. Et ça, cette dimension de Michel Foucault, pour moi, était vraiment, vraiment importante. Et donc, voilà, j'ai toujours pensé le droit ou la fonction de juriste ou de criminologue avec cet engagement dans la cité. Les choses sont inséparables. Alors un troisième, et j'en ai beaucoup, donc je peux en sortir un comme ça. Mais j'avais un co-auteur dans les matières pénales qui est Michel Van de Kerkhove, qui est décédé maintenant, hélas. Alors voilà quelqu'un qui m'a vraiment bien marqué aussi. Là, nous, on était de la même génération, on a travaillé ensemble énormément. Et c'est ça qui m'intéressait de travailler avec lui parce qu'on était extrêmement complémentaires. Lui était philosophe, donc toute la dimension théorie générale du droit, je pouvais la lui laisser en toute confiance. Et moi, je pouvais m'engager alors davantage dans des questions liées à la pratique, à la politique pénale, à la politique criminelle. Donc voilà, ça c'est un peu un contemporain, un collègue, un ami, avec lequel le travail collectif, le travail commun m'a énormément... et il partageait avec moi sa grande admiration pour Mireille, disons-le. Mais ça me permet de poursuivre cette question, puisque finalement, on voit bien ces deux facettes dans votre parcours, entre l'enseignement, la transmission, les aspects plus universitaires de l'abord des questions qu'on peut avoir, et aussi cette idée de toujours vous engager concrètement dans l'évolution du droit concrète, avec votre métier d'avocat d'abord, mais aussi bien sûr comme juge à la Cour européenne. Donc, est-ce que vous diriez finalement que ces deux facettes sont indissociables? C'est un peu ce que vous dites, mais vous considérez que le droit se nourrit de cette dialectique constante? En tout cas, en ce qui me concerne, oui. Voilà, je ne veux pas généraliser. Je crois que chacun vit sa vie de professionnel, de juriste de manière différente. Pour moi, c'est indissociable. C'est absolument indissociable, et surtout dans les matières qui sont les nôtres et les vôtres aussi, puisque vous faites aussi du pénal. Pour moi, c'est absolument indissociable. Alors, je comprends très bien que d'autres l'envisagent différemment, et ça ne me gêne pas du tout. Mais pour moi, c'est absolument lié. L'un nourrit l'autre. Et d'ailleurs, je n'imagine pas de continuer à faire du pénal et surtout de la criminologie sans en même temps avoir je dirais un œil lucide et critique sur la réalité. Donc pour moi, c'est indissociable, oui, c'est indissociable. Alors évidemment, ce sont un peu des convictions personnelles qui animent les uns et les autres. Chacun a ses convictions, chacun vit son engagement professionnel de manière différente. Les choses qui, moi, m'ont mobilisé seront différentes chez vous. Je vois très bien la jeune génération, vous êtes mobilisés par d'autres choses, et des choses tout à fait fondamentales. Je pense à l'environnement, je pense à toute une série de questions comme ça. Mais ce qui est pour moi important, c'est qu'il y ait toujours ce lien entre le normatif, allez, disons-le, puisque c'est bien ça, et le terrain sur lequel ça doit se mettre en œuvre. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, je dis à vous, c'est pas un plan de carrière. Moi, j'ai pas de plan de carrière. Voilà, je trouvais à un moment donné que la Belgique est plus souple que la France, hein, pour ça. Il y a eu des déclarations de vacances à la Cour européenne des droits de l'homme auxquelles moi j'ai simplement postulé. Et puis voilà, quoi. Donc c'est pas un plan de carrière, c'est simplement à un moment donné, oui, les droits fondamentaux, ça a toujours été le fil rouge de ma vie professionnelle. Eh bien, voilà, je suis toute prête à le faire sur un terrain qui est évidemment fondamental sur les droits de l'homme, qu'est-ce que vous voulez. Et c'est ça la force de la Cour des droits de l'homme, c'est qu'on est saisi par des cas, par des requêtes. Et alors là, on voit l'ampleur des problèmes auxquels les gens sont confrontés en Europe. Alors on se dit, il faut quand même à cet égard-là, on ne peut pas rester à pas vide, on ne peut pas rester au bord de sa fenêtre et regarder. Et vous avez parlé d'ailleurs de votre intérêt pour la politique criminelle, Oui. Et vous avez présidé la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, qui a donné lieu à la loi du 15 août 2014. Oui, sur la contrainte pénale. Notamment sur la contrainte pénale qui visiblement serait possiblement supprimée dans les derniers projets de réforme. Donc
On verra ce qu'il en sera. Mais est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cette expérience et puis peut-être plus généralement de votre rapport aux politiques? Maintenant, vous me dites que sur la contrainte pénale, qui était déjà un succès d'année Oui. du rapport de la conférence de consensus, ça va être supprimé. Alors mon rapport aux politiques, il va être un peu désespéré, ça je ne le cache pas. Si maintenant tout ce mouvement, moi j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, la conférence de consensus sur la prévention de la récidive. Or la récidive, c'est quand même le point crucial du droit pénal. C'est quand même la preuve que le pénal n'a pas fonctionné, la récidive. Donc c'est un peu c'est le poil à gratter, si j'ai envie de dire, du pénal, la récidive. Est-ce qu'on va continuer à faire la même chose qui, on voit, n'a pas fonctionné? Alors moi je trouvais que la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, en abordant ce thème-là, était vraiment extrêmement nécessaire, extrêmement utile. Maintenant, est-ce que la méthode de la conférence de consensus, qui est une méthode qui vient notamment du monde médical, est-ce que c'est la bonne méthode parce qu'on a dû faire ce rapport en 2 jours, hein. On a eu des auditions, tout ça a été extrêmement bien préparé. Donc ça, c'est une dimension que l'on ne connaît pas assez, et il doit y avoir maintenant tout un corpus de textes passionnants qui doit exister, je ne sais pas où, au ministère de la Justice, parce que ça a été préparé pendant 2 ans par un comité d'organisation. Et après ça, le jury s'est mis en place, a eu des auditions pendant 2 jours, et puis avait 2 jours pour faire le rapport. Donc ça veut dire qu'on a travaillé jour et nuit, ce qui est bien, parce que si on a des trop longs délais, on ne fait rien, on le connaît tous. Le délai était quand même extrêmement court, parce que je me rappelle, on a travaillé au ministère de la Justice jusqu'à 3h du matin, 4h du matin, pour clôturer ce rapport. Je le relisais récemment, parce que cette question revient quand même souvent. Je trouve qu'il y a eu des très, très, très bonnes analyses, des très bonnes analyses. Donc si maintenant vous dites que tout ça va disparaître, alors je dis, mais quel gâchis, hein, quel gâchis. Alors le rapport aux politiques, moi j'ai pas de problème par rapport aux politiques. Le politique a sa logique, le politique a sa fonction de gouvernance, et ça je trouve que ça doit être, et nous devons l'éclairer. Maintenant évidemment, ce que je constate, et on a constaté ça depuis toujours, c'est ce gouffre immense entre ce que l'on sait et ce que l'on fait. Ça c'est quand même quelque chose qui est affolant, quoi. On sait par exemple que les peines dites alternatives, parce qu'il faut discuter sur ce qualificatif, on sait que les peines alternatives par exemple coûtent infiniment moins cher que la prison. On a beau le savoir, on fait quand même encore autre chose. Donc c'est ce gouffre énorme entre l'un et l'autre, et ça je me demande parfois comment faire un pont. Ça, c'est vraiment une question cruciale. Ça dépend aussi bien des politiques que des universitaires. Donc ça, c'est vraiment une vraie question. C'est une vraie question. Bien sûr, le politique, voilà, il fonctionne avec d'abord une temporalité différente, tout doit aller vite, immédiatement, tout ça joue. Mais pour moi, c'est important qu'il y ait un lien. C'est très difficile de l'avoir, parce qu'en Belgique, il y a des commissions d'enquête parlementaires auxquelles j'ai participé comme, entre guillemets, expert. C'est un peu un grand mot pour une petite réalité. Donc, pas comme parlementaire que je ne suis pas et que je ne serai jamais, parce que ce n'est pas mon affaire. Mais là, j'ai vu aussi comment les parlementaires fonctionnent. C'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Mais on doit pouvoir tâcher de remplir de construire ce pont entre l'un et l'autre. Je vous remercie. Et nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et parler de la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'un droit commun semble émerger grâce à la richesse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez activement participé à cette construction du droit européen et à l'expansion aussi de la jurisprudence qui est forte de principes et finalement des principes dont la portée n'est jamais complètement définitive. Nous souhaiterions donc envisager avec vous les forces et les faiblesses de la méthode de l'élaboration de ce droit commun. Et je vais commencer cette partie de l'entretien en vous posant la question de l'ouverture des recours devant la Cour européenne aux recours individuels. Ah oui. Est-ce qu'on peut dire que ça a été une révolution? Oui. Alors là, oui. Oui, parce qu'auparavant, maintenant, les personnes, les individus, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les enfants, les délinquants, les non-délinquants, je dirais toutes les personnes, comme dit bien l'article 1 de la Convention, disposent de ce droit de recours individuel, sous réserve bien sûr des conditions de recevabilité, ça va de soi. Mais théoriquement, toute personne a et devient un sujet de droit international. C'est quand même une fameuse révolution. C'est une fameuse révolution. Et le recours individuel a cette force. Moi, je suis tout à fait attachée à ce recours individuel parce que maintenant, on sait bien qu'il y a des discussions. Certains disent qu'il faut l'abandonner, c'est plus possible, on peut plus rendre, c'est plus possible de recevoir. Moi, je crois qu'il faut absolument le poursuivre. Ça veut dire que chaque personne en Europe, qui relève de la juridiction exactement des 47 pays européens, peut faire valoir ses droits fondamentaux devant une instance supranationale. Donc pour moi, c'est vraiment fondamental. Et alors, un second élément qui est plus lié à la philosophie de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que
Évidemment, la Cour est subsidiaire, et ça, il faut le dire et le redire. On ne vient pas justice. La justice n'est pas à Strasbourg, la justice, c'est dans les différents pays. Et alors, évidemment, la force du recours individuel, c'est qu'on part d'un cas, on part d'une situation. On part d'une situation, une situation problématique où une personne a vécu une situation de violation d'un de ses droits, que ce soit la vie, la torture, la vie privée. Et donc, c'est beaucoup plus fort que si on partait d'un principe général ou d'un cas abstrait. On part d'une réalité. Je ne sais plus très bien quelle est la citation, mais Max Weber avait une excellente formulation qui était de dire la manière dont les gens vivent ou survivent, au fond, donne infiniment plus de stimulation à la règle juridique qu'une analyse désincarnée des normes. Sa phrase est bien meilleure que ce que je dis ici, mais c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Ça, je l'ai constaté à tout moment. Donc, je trouve beaucoup plus fort de partir d'une situation individuelle et à partir de là, de voir comment ces droits peuvent se situer. Et alors, la troisième raison, c'est que, vous imaginez, si on partait d'une analyse théorique ou abstraite, ben alors on rentrerait évidemment, immédiatement en confrontation avec la souveraineté des États. On n'est pas là pour juger les lois des différents pays, on est là pour juger que dans une situation concrète, les droits ont été violés ou auraient été violés. Donc oui, moi je suis tout à fait favorable au recours individuel. Je sais qu'il est mis en péril pour toujours les mêmes raisons, ne m'en parlez plus, les raisons d'économie, d'austérité, trop. Tous les systèmes ont toujours trop, ça je connais. Quand j'étais à l'université, on avait trop d'étudiants. Quand on arrive à la Cour des droits de l'homme, on a trop d'affaires, il y a toujours trop. Et ça, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Donc le recours individuel, pour moi, c'est vraiment le point fort. Parce que la suggestion, c'est de dire non, retenons seulement, comme à la Cour suprême des États-Unis, retenons seulement comme affaire devant la Cour celle qui pose des questions substantielles en termes de développement de la jurisprudence. Ça, c'est une vision théorique des choses, qui n'est pas la mienne. Ça me permet aussi de vous poser une question. Vous avez parlé de souveraineté. Les juges de la Cour européenne sont des juges des États. Oui. Ils viennent des États. Et est-ce que finalement la sélection des juges et la composition des formations de jugement vous semblent satisfaisantes ? Ça, vous touchez une question cruciale. C'est vraiment une question cruciale. C'est sûr que les juges sont... D'abord, ils sont élus. Ça, il faut bien le savoir. C'est une élection. C'est une élection, un juge par État membre qui a adhéré à la Convention. Comme aujourd'hui, on n'est pas membre du Conseil de l'Europe si on n'a pas adhéré à la Convention. Donc, ça veut dire qu'il y a 47 juges. C'est cette idée de la garantie collective des droits fondamentaux en Europe. Très belle idée. Très belle idée. Donc, on a un juge pour la Russie, 150 millions, et un juge pour Saint-Marin, comme un quartier de Paris, quoi, hein. Donc, c'est sûr que ça, c'est l'idée de la garantie collective des droits fondamentaux. Maintenant, ces 47 juges, c'est la question... Il y a toutes des procédures et qui, d'année en année, non pas se complexifient, mais se raffinent et tout ça. Il faut qu'il y ait des déclarations de vacances dans les pays, qu'il y ait des sélections dans les pays. Lorsque chaque pays doit donner une liste de 3 juges, et puis alors c'est soumis à une sorte de petit panel d'examen pour voir si finalement c'est acceptable. Et puis il y a des auditions à l'Assemblée parlementaire, enfin tout un cheminement. Mais évidemment que la qualité de la Cour dépend de la qualité de l'investissement des juges. Ça, c'est absolument certain, quoi. Moi, j'étais frappée de voir pendant les presque 14 années où j'étais à la Cour, chaque année, on discutait d'améliorer la procédure de sélection des juges. Chaque fois, ça intervenait, et encore maintenant. Et encore maintenant, c'est vraiment, vraiment, à mon avis, indispensable. Maintenant, vous allez dire, il n'y a pas que les juges, il y a le greffe aussi. Le greffe qui est très important. Mais je trouve quand même que c'est la Cour et le greffe, les juges et le greffe qui, ensemble, doivent vraiment être extrêmement vigilants dans la qualité de la jurisprudence. D'où la sélection indispensable. Alors, les juges ne représentent pas leur pays. Ça, c'est toujours une mauvaise idée que l'on a. Les juges sont élus au titre de... Moi, j'étais élue au titre de la Belgique, comme d'autres pays. Donc, on ne représente pas. Ça, et là, il n'y a pas de règle. C'est vraiment je dirais, c'est une règle morale ou une règle éthique. C'est un état d'esprit, c'est tout à fait ça. On ne représente pas son pays, ça n'a aucun sens. On est là simplement pour exprimer cette garantie collective. Et ça, chaque juge doit en être éminemment conscient. Il ne s'agit pas de représenter, encore moins de défendre son pays, ça c'est clair. Alors évidemment, techniquement, on pourrait dire que le juge national ne devrait pas avoir une place aussi importante. C'est vrai aussi. Ça, c'est plus technique, mais je trouve qu'il faudrait, si un jour il y aura certainement encore des réformes de la Cour, mais il faudrait modifier, à mon avis, le rôle du juge national. Le rôle du juge national, il est là pour expliquer le droit de son pays, mais pas pour le défendre. Et donc maintenant, il y a 1000 manières de se tenir au courant, donc je trouve. Mais avant que les États renoncent à leur juge national, je crois que je serais morte et enterrée. Donc...
Et est-ce que les différentes disciplines juridiques sont représentées au sein de la Cour? Ou est-ce que au moment de la nomination des juges, il y a cette considération de représenter les différentes disciplines juridiques, les différentes traditions juridiques? Est-ce qu'il y a un souci de représentativité de ce point de vue-là, plus substantiel? Non, non. D'abord, les différentes disciplines juridiques, ça m'a frappé aussi. Pour nous, à l'université, c'est de droit divin. Chez vous, le droit privé, le droit public, alors toutes les différentes disciplines, droit administratif, droit judiciaire. Une fois qu'on arrive à la Cour, peut-être que d'autres juges... moi, je n'avais pas d'expérience de juge en Belgique, donc ma seule expérience comme juge, c'était à la Cour européenne des droits de l'homme. Toutes ces divisions ne tiennent pas la route devant des cas concrets. Dans beaucoup d'affaires, il y a de tout. Il y a à la fois du droit pénal, du droit fiscal. Donc, c'est une question qu'on a posée, parce que moi, je suis arrivée en 98 avec la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, on devait faire un nouveau règlement de la Cour. Alors, première question, est-ce qu'on va spécialiser les chambres, une chambre? Et immédiatement, cette idée est passée aux oubliettes, parce que ça n'avait pas de sens. Donc, il y a toujours un peu de tout. Et je trouve qu'il vaut mieux, parce que nos spécialisations, entre guillemets, ici à l'université, ne répondent pas toujours à ces nécessités-là. Et donc, représentativité, ben non, parce qu'il y a évidemment les juges de common law, l'anglais, pardon, les Anglais, l'Irlandais, puis les juges formés à la common law, comme beaucoup de juges de l'Europe centrale et orientale qui ont été formés aux États-Unis, puis il y a les juges de civil law. Mais notre grammaire commune, c'est la Convention. Et donc cette idée de représentativité des disciplines juridiques ou des systèmes juridiques, elle existe, mais ce n'est pas un élément moteur, non. Non. D'accord. Et justement, est-ce que vous faites souvent, vous y faites, la Cour fait référence dans ses arrêts aux droits des pays et aux législations internes. Comment est mobilisé ce droit comparé? Comment il est utilisé? Ça, j'aime bien. Cette question est vraiment bien. Excusez-moi de le dire, mais parce que voilà, quand j'étais à l'université, je donnais notamment le cours de droit comparé, de droit pénal comparé, droit pénal et procédure pénale comparée. Donc, ces questions de à quoi sert le droit comparé, quelle est son utilité, vous savez, ces grands thèmes depuis le fameux colloque de droit comparé en 1900 à Paris avec Lambert, ce sont toutes des questions qui ont été analysées. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, le droit comparé n'est pas une source d'inspiration, ça c'est pas exact. Mais le droit comparé doit servir à nous permettre de déterminer dans certaines affaires particulièrement sensibles s'il y a ou non un consensus européen. Donc le droit comparé est utilisé en vue de cela. Et ça, c'est quand je vois encore le débat, ce vieux débat, est-ce que c'est le droit comparé, c'est une dimension scientifique ou pratique? Eh bien ici, c'est certainement on l'utilise. On l'utilise pour déterminer ou non s'il y a un consensus européen dans certaines matières, même si la notion de consensus européen est parfois utilisée par la Cour de manière, d'accord, relativement flexible, un petit peu, voilà. Ça, c'est clair. Mais donc, c'est surtout dans cette... On ne va pas tâcher de faire une sorte d'équilibre entre les différents systèmes juridiques ou les différentes notions de droit qui existent dans les différents pays. Ça pas. C'est vraiment pour voir si en Europe, on peut approcher l'idée d'une approche commune. Donc le consensus, c'est ça. Hein. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, moi je pense à l'arrêt MC contre Bulgarie, dans lequel là, les droits étrangers, enfin les droits des différents États, est davantage utilisé pour montrer une conception un peu moderne de ce que devrait être la définition des agressions sexuelles dans un système protecteur des droits de l'homme, que pour dégager un consensus qui n'existe pas finalement. Donc il peut y avoir aussi une forme d'instrumentalisation de ce droit comparé ou de ce droit étranger pour... Tout à fait. C'est une instrumentalisation, tout à fait. Et là, j'avais bien raison d'évoquer MC contre Bulgarie, qui est un arrêt c'est effectivement, ça concerne le viol, hein, disons-le, par rapport à l'article 3, l'interdit de la torture, et l'article 8. Et ça, j'ai trouvé intéressant dans MC, c'est qu'il y avait les deux dispositions. C'est non seulement des actes de torture et de traitement inhumain et dégradant, mais aussi une atteinte à la vie privée. Je trouve intéressant de jumeler deux choses. Mais vous avez raison. D'ailleurs, dans les arrêts de la Cour, on voit très bien, alors, droit comparé, hop, on met alors toute une série de législations. Maintenant, la Cour devrait s'assister, c'est peut-être plus un peu lié au fonctionnement interne de la Cour, mais je trouve qu'il serait intéressant que la Cour noue des liens de recherche avec des institutions de recherche un peu partout qui font des études de droit comparé. Parce que le droit comparé, c'est pas simplement mettre à côté une série de législations. Ça, honnêtement, c'est au point de vue scientifique, ça tient pas la route. Et donc, je trouve que la Cour devrait aller plus loin dans des conventions de recherche avec des instituts
pour avoir des études de droit comparé solides. Quel pays prend-on? De quelle manière? Excusez-moi. Est-ce que l'on tient compte uniquement des textes, de la jurisprudence? Enfin, il y a toute une méthodologie du droit comparé qui doit être utilisée parce que sinon, c'est superficiel. Et s'agissant justement des sources matérielles de cette jurisprudence de la Cour européenne, on pourrait aussi parler du dialogue des juges et donc de l'influence que peut avoir la jurisprudence interne éventuellement sur les décisions de la Cour, mais aussi le dialogue qui peut s'établir entre juridictions régionales de protection des droits de l'homme, et notamment je pense à la Cour interaméricaine. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu voir à l'œuvre? Oui, non seulement j'ai pu le voir à l'œuvre, mais j'ai surtout vu négativement qu'on ne le faisait pas. Et donc ça m'a frappé en arrivant en 98. C'est que si vous prenez un peu la jurisprudence de la Cour, comme ça c'est 30 ou 40 dernières années, on voit bien qu'à un moment donné, pendant toute une période, la Cour ne se citait qu'elle-même. Il y avait... Et je peux comprendre cette philosophie. C'était la philosophie des années 70, 80, 90. Non, la Cour ne se cite qu'elle-même et n'a pas à entretenir des relations ou des liens ou des dialogues avec d'autres juridictions. Or, avec le temps, c'est intenable cette position. Et donc, à partir de la fin des années 90-2000, s'est introduit l'idée qu'au contraire, la Cour doit avoir des liens, en gardant son indépendance, bien entendu, et en gardant sa fonction propre, mais que la Cour n'est pas seule au monde et que la Cour ne peut penser les droits de l'homme qu'en synergie avec d'autres juridictions. Et donc, de plus en plus, alors, il y a cette ouverture à la fois à la jurisprudence d'autres cours suprêmes et également d'autres juridictions internationales. Ça, c'est certain. Alors, lorsqu'on s'inspire et là, on s'inspire justement de la juridiction d'autres cours suprêmes ou de d'autres cours internationales, ce sont des sources d'inspiration pour la Cour. On ne va pas appliquer la Convention interaméricaine, on ne va pas appliquer le droit interne, ce sont des sources d'inspiration. Et quand vous évoquez la Cour interaméricaine, ça c'est particulièrement important. Ça c'est particulièrement important parce qu'il y a quand même des arrêts de la Cour interaméricaine qui ont joué un rôle majeur dans la jurisprudence de la Cour. Velasquez sur les disparitions, ça c'est vraiment le... Alors moi j'y suis extrêmement favorable, je n'y cache pas. Ça c'est vraiment un point sur lequel, très modestement, j'ai essayé de pousser le plus loin possible. Que l'on ait toujours cette ouverture sur d'autres sources que ce qui est uniquement notre Convention. Parce qu'on ne peut plus penser les droits de l'homme de manière isolée. C'est impossible maintenant. Il y a une mondialisation dans ce domaine comme partout ailleurs. Hein. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est celui de l'émergence de la soft law, du droit recommandatoire, comme vous dites. Et finalement, est-ce que la Cour européenne le mobilise de plus en plus? Le ou là, on ne sait plus ce qu'il faut dire, d'accord? La soft law. La soft law, le soft law, ça je laisse aux Français le soin de... c'est vrai que je ne sais pas. C'est à vous de le décider. Oui, le soft law, c'est parce qu'il y a un droit recommandatoire, comme vous dites, qui maintenant est énorme, ne fût-ce qu'au sein du Conseil de l'Europe. Au sein du Conseil de l'Europe, il y a quand même toutes ces recommandations, résolutions du Comité des ministres. Et l'intérêt de ce soft law au sein du Conseil de l'Europe, notamment les recommandations du Comité des ministres ou de l'Assemblée parlementaire, l'intérêt, c'est que ça traduit là le consensus des 47 États. Donc c'est quand même quelque chose de lourd. La Cour l'emploie de plus en plus dans l'affaire Dixon sur l'assimilation artificielle en prison, dans d'autres affaires aussi. Oui, je trouve que c'est important. Là, c'est vraiment des sources d'inspiration. Alors évidemment, la distinction soft law, hard law, pour finir, moi je crois que ça devient une affaire une question plus théorique qu'autre chose, quoi. On voit très bien que la soft law a vocation à devenir hard law et que cette mania divisio comme on avait avant, cette séparation absolue entre les deux, c'est quelque chose maintenant d'éminemment relatif. Oui, la Cour doit utiliser le droit recommandatoire dans sa jurisprudence comme source d'inspiration. Et là, l'arrêt de principe, c'est Demir et Bekara. Demir et Perekala, l'arrêt qui concerne la Turquie, qui concerne le droit d'association. Là, alors, on a fait une petite théorie, j'ose à peine le dire, de l'usage de la soft law par la Cour européenne des droits de l'homme. Je trouve que c'est vraiment important. Et évidemment, la Cour interaméricaine ou d'autres juridictions, on l'emploie un peu comme soft law. Maintenant, ce qui serait important, c'est que la Cour détermine un peu sa méthodologie dans l'usage de la soft law. Je pense que c'est une chose bien précise. Le comité pour la prévention de la torture, que vous connaissez, qui est quand même un comité qui fait un travail, je trouve, formidable. Et là aussi, j'ai fait 2 missions avec eux. Pas comme membre du comité, mais comme expert, en France notamment, en 1994 et aux Pays-Bas. Et alors là, j'ai bien vu effectivement comment, à travers
un comité tel que celui-là, qui ne vise pas ni à condamner, ni à juger, ni rien du tout, mais simplement rentrer en dialogue avec les États par rapport au risque de torture, de traitement inhumain et dégradant dans les lieux de privation de liberté, c'est évident que les observations du comité pour la prévention de la torture sont utiles par rapport à la Cour sur la taille des cellules, sur toute une série de choses. Mais on voit bien la difficulté, les États dialoguent avec le comité, parce que c'est ça la logique du comité, et puis tout d'un coup les observations sont utilisées dans des arrêts de la Cour. Donc il y a là des précautions à avoir qui ne sont pas si faciles à gérer que ça. Bien sûr. Donc je trouve que la Cour devrait peut-être aller un peu plus loin dans sa méthodologie de l'utilisation du ou de la soft law. Et finalement, en vous écoutant, je me suis fait cette réflexion, mais finalement, peut-être que la distinction hard law, soft law disparaît davantage devant la Cour européenne des droits de l'homme ou a moins d'importance dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, aussi parce que ce sont des arrêts qui ne donneront pas lieu à exécution forcée. Et dès lors, le contenu, les références matérielles auxquelles bien sûr. sont faites sont moins déterminantes de ce point de vue-là. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Mais tout ça fait partie, je dirais, un peu d'un même ensemble dans la jurisprudence de la Cour. C'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, elle doit prendre en compte ou tenir en compte, je ne sais pas quel est le mot le plus adéquat, l'ensemble de cette production jurisprudentielle et recommandatoire dans ces différents lieux de protection des droits fondamentaux sur les scènes européennes et sur les scènes universelles. Aujourd'hui, on doit en tenir compte parce qu'on est un ensemble de tout cela. Je pensais maintenant vous poser la question du reproche principal qui est souvent fait à la Cour. Alors, il y en a plusieurs. Pardon, oui. Il y en a plusieurs. Oui, ça, je suis bien consciente. On dit souvent de la Cour européenne des droits de l'homme qu'elle est une juridiction plus politique qu'elle ne devrait l'être. Alors, c'est lié aussi, bien sûr, à sa composition et à la manière dont les juges sont nommés, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Le truc, c'est savoir ce qu'on entend par politique. À un moment donné... Ou idéologique. Ou idéologique, voilà, c'est peut-être plus exact de dire idéologique. Parce que politique, lorsqu'on examine la création de la Cour en 1950, l'argument que ça va être une cour politique est apparu. Donc ça veut dire que c'est un argument qui est vieux comme le monde. Qui est vieux comme le monde. Comme la cour. Comme la cour, c'est vieux comme la cour. J'étais vraiment intéressée. J'aime bien lire tous les textes des années 50 quand on voit comment la cour s'est créée. Parce qu'on se dit, tiens, ça peut éclairer sur les problèmes actuels et ça c'est tout à fait vrai. Donc là, c'était texto dans les débats de l'Assemblée parlementaire, ça va être une cour politique. Et à ça, évidemment, Teitgen a eu cette phrase magnifique en disant on n'est jamais à l'abri d'un péril totalitaire. C'est ça qu'il a dit. Et donc, il faut, en Europe, une conscience qui sonne l'alarme. Alors, j'ai trouvé cette phrase absolument magnifique et c'est ça, la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, la dimension politique, évidemment, tout est politique. Tout est politique. Aujourd'hui, devant la Cour européenne des droits de l'homme, des affaires ont une dimension politique, bien entendu, et idéologique. Oui, mais si on entend par idéologie, je dirais la question des valeurs. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est évidemment frappant. On a beaucoup d'affaires qui sont des affaires techniques, mais dans chaque affaire technique, il y a quand même une dimension politique ou idéologique. Pourquoi est-ce que la torture est interdite dans une société démocratique ? Comment déterminer si le discours de haine entraîne ou non une violation de la liberté d'expression ? On est soumis à toute une série de questions dans lesquelles cette dimension idéologique est présente. Ça, c'est certain, presque par nature. Presque par nature. Et donc, ce que les juges doivent faire, et j'espère qu'ils le font, mais c'est à la doctrine alors à le critiquer, c'est par rapport à ça, avoir une position, non pas de neutralité. Ça, c'est pour moi un mythe. Personne n'est neutre. Ça n'existe pas. Mais il faut être impartial et impartial, ça veut dire prendre distance. Et donc c'est ça que nous devons faire, c'est ça que les juges doivent faire des différents pays. Donc on doit donner force aux arguments qui sont devant nous. On ne peut, en dépit du fait que toutes les affaires qui nous arrivent sont des affaires dans lesquelles la dimension idéologique, disons-le franchement, est extrêmement présente. Toujours, quasiment toujours. Donc, les juges doivent prendre distance. Et ça, c'est, je dirais, un peu la position de chaque juge qui est en cause. Mais heureusement que les juges fonctionnent dans des chambres de 7, dans des grandes chambres de 17, qu'il y a des opinions dissidentes et que la motivation est le critère essentiel. C'est à travers la motivation que l'on doit voir la pertinence de l'intervention du juge dans une affaire. Alors, voilà, je ne dis pas qu'il y a certainement on s'est certainement pointé des affaires dans lesquelles on dit là, il y a eu, semble-t-il,
un excès de prise en compte ou bien de valeur ou bien de dimension politique. Je comprends l'argument, je comprends très bien l'argument, il est presque consubstantiel à la nature même du contentieux que l'on a, mais je ne peux vraiment en discuter que devant des cas bien précis où on peut dire, oui, voilà, là il y a quelque chose, là vous avez... parce que maintenant c'est comme toujours, vous le savez bien, enfin vous le savez mieux que moi et tout le monde le sait, c'est sûr que la Cour est dans une période de turbulence, comme tous les droits fondamentaux d'ailleurs, maintenant on n'en veut plus, ça n'intéresse plus. Et est-ce que vous pourriez justement, en parlant de ces arrêts un peu qui ont été déterminants dans la construction d'une doctrine peut-être de la Cour européenne, est-ce que vous pourriez nous donner 3 arrêts qui vous semblent fondamentaux, qui ont jalonné la jurisprudence de la Cour? Quand j'y étais, je ne vais pas remonter à 1959, sinon on est parti évidemment. Oui, parce que c'est des grands arrêts de principe. Avant, moi je serais avec la Nouvelle Cour en 98. Auparavant, évidemment, la Cour a une très belle jurisprudence avec quelques arrêts clés comme ça qui ont balisé le parcours. L'arrêt Marx, par exemple, contre Belgique, c'est quand même un arrêt essentiel sur les obligations positives. L'arrêt Classe sur le terrorisme, qui est quand même un arrêt qui, sur ce terrain-là, reste pour moi un phare, hein, ça c'est certain. Donc il y a eu des très beaux arrêts qui ont permis la construction de la jurisprudence. Je dirais alors un peu l'époque où j'étais là, de 98 à 2012. Voilà, je vais le dire un peu comme ça demanderait plus de réflexion parce que je pensais un peu naïvement en arrivant à la Cour que j'allais retenir tous les arrêts de la Cour. 2 mois après, j'avais déjà tout oublié. Donc ça, c'est impossible. Bon, je pense qu'il me semble un thème qui m'a beaucoup intéressé parce que ça fait partie des questions qui pour moi sont critiques en matière de droits de l'homme aujourd'hui, c'est l'égalité et la discrimination. Alors l'irruption de la discrimination indirecte devant la Cour européenne des droits de l'homme, voilà quelque chose que j'ai trouvé très important. Parce que la discrimination, les discriminations aujourd'hui prennent des formes et des dimensions extrêmement différentes. Et j'ai vu arriver cette affaire de discrimination indirecte dans l'affaire DH. Et comme je n'étais pas dedans, donc je peux glorifier cet arrêt tant que je veux, quoi. La Chambre n'avait pas vu de problème. DH, c'est cette question des Roms dans l'enseignement spécial, qui avait été mis dans l'enseignement spécial sur base de tests, et on dit, il y a des tests, effectivement, on ne peut pas suivre l'enseignement normal. C'était faire tout à fait abstraction de l'idée qu'il y avait là un groupe qui était discriminé de manière particulière en raison... La Chambre ne l'avait pas vu, elle avait dit, ah ben non, il n'y a pas de problème. C'est arrivé en grande chambre, et là, tout d'un coup, l'idée de la discrimination indirecte, une catégorie de la population qui est identifié au départ d'un critère interdit. Donc l'irruption de la discrimination indirecte avec DH contre République tchèque, ça je trouve vraiment un moment très important. Et puis alors après ça, il y a eu l'arrêt Ursus, et là-dedans alors j'étais justement. Et dans l'arrêt Ursus, ça c'était aussi la même chose, mais c'était ici une discrimination sur base de la langue. Ce qui, pour une Belge, avec les questions linguistiques en Belgique, évidemment, j'y étais particulièrement attentive. C'était exact. Donc, l'ouverture de la jurisprudence à la discrimination indirecte, ça, c'est pour moi quelque chose vraiment d'important. Oui, j'ai trouvé ça vraiment une jurisprudence qui... Parce qu'on voit tellement aujourd'hui que les discriminations prennent des formes différentes. J'entendais l'autre jour en Belgique Christiane Taubira qui recevait un prix de la revue trimestrielle des droits de l'homme. Et alors on parlait des discriminations indirectes, où elle parlait des discriminations indirectes dans son discours et elle disait être femme, noire, pauvre, quel capital. Et c'était vraiment ça l'idée de... Voilà, on multiplie les discriminations, et ça c'est une situation. Alors un autre, et parce que je pense à Christiane Taubira, parce que la conférence de consensus, c'était elle, hein, oui, elle était ministre à ce moment-là. Un autre arrêt que j'ai trouvé très important, c'est MSS contre Belgique et Grèce. Ça c'est pour moi un arrêt qui m'a énormément... marqué. Oui, marqué, voilà, disons-le. Qui m'a vraiment énormément marqué parce que c'est cette question des migrations qui aujourd'hui est quand même une question majeure. Je ne sais pas comment l'histoire va juger le fait que nous voyons tous les jours, encore ce matin, à la télévision, on parle tout, là il y en a eu 200 qui sont morts, là 400, là, dans la Méditerranée, mais c'est fou, comment va-t-on... Comment nos petits-enfants vont nous juger de dire qu'on est là, comme ça, on prend son petit déjeuner devant la télé qui dit il y en a 200 qui sont morts en Méditerranée. Donc, la question des migrations, pour moi, est vraiment une question centrale. Et MSS contre Belgique et Grèce, c'est, disons-le franchement, le règlement de Dublin.
le règlement de Dublin qui est en cause. Effectivement, cet Afghan, qui était un traducteur en plus, hein, parce que je sais que cette question est un interprète, cet Afghan qui est arrivé en Grèce, qui a été renvoyé en Belgique, et la Belgique l'a évidemment immédiatement renvoyé en Grèce, puisque ses empreintes digitales avaient été prises là. Donc c'est le cas type de cela. Et là, dans cette affaire-là, Grèce et Belgique, parce que les deux étaient impliqués, eh bien, on a tâché de pousser le plus loin possible l'exigence d'abord de recevoir les migrants dans des conditions qui ne soient pas inhumaines et dégradantes. Tiens, soft law, on a utilisé le CPT dans cet arrêt, on a utilisé les remarques du CPT. Alors, un troisième, mais il va venir, je ne sais pas. Voilà, deux, c'est déjà bien. Et dans MSS, en plus, il y a cette idée de catégorie particulièrement vulnérable qui a trouvé aussi une racine qui s'est déclinée après dans d'autres... Qui s'est déclinée après dans toute une série de jurisprudences. Et c'est ça que je trouve intéressant. Il y a comme ça ces arrêts où tout d'un coup, il y a un concept ou une réalité qui prend place et qui alors peut être exploité par après. Oui. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres arrêts auxquels vous pensez. Si vous y pensez, oui, ça vous pourrez nous le donner s'il arrive plus tard. La Cour européenne se considère-t-elle comme tenue par sa propre jurisprudence? Comment elle garantit une forme de sécurité juridique pour les États face à l'interprétation évolutive qu'elle peut faire des droits et des libertés qui sont protégés par la Convention? Oui. Oui, vous faites bien de situer ça dans la philosophie de l'interprétation évolutive. Et l'interprétation évolutive ou dynamique, qui disons-le franchement, est appréciée par certains, est vilipendée par d'autres. C'est vraiment bien la question qui fait problème maintenant par rapport à certains États. Ça, on voit très bien, certains États ne supportent pas l'interprétation évolutive ou certaines personnes disant qu'on fait dire à la Convention des choses que les pères fondateurs n'ont jamais voulu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Tiens, voilà le troisième arrêt qui m'intéresse encore, c'est sur les transsexuels. Oui. Les transsexuels, voilà, cet arrêt de 2001 ou 2002, I et M, enfin je ne connais plus les... On peut apporter, parce que c'était des initiales. Quoi. Mais voilà le bon exemple. Évidemment que les pères fondateurs ne se sont pas occupés des transsexuels, ça va de soi, je n'y pensais pas à ce moment-là. Mais l'interprétation évolutive, dynamique, c'est faire de ces droits des réalités applicables dans la situation d'aujourd'hui. Donc, alors évidemment, certains disent non, on va trop loin, la Cour va trop loin, elle fait dire à ces droits ce que les... Mais une interprétation historique de ce type-là n'a plus aucun sens aujourd'hui. Cette interprétation historisante, il faut garder la volonté des pères fondateurs, là on sera encore en 1950, on est en 2018. Donc sur ce terrain-là, je trouve que oui, c'est important de montrer comment la Cour peut s'adapter à des réalités. Maintenant, beaucoup le refusent, ça c'est clair, ça c'est évident. Et ça c'est évidemment le débat qui se noue maintenant aujourd'hui. Mais je vais répondre de manière plus précise à votre question, si vous pouvez juste la reprendre, parce que maintenant je suis partie dans l'affaire des transsexuels et j'ai oublié, pardonnez-moi, quel était le... Oui, c'était... Alors c'est... Peut-être qu'on pourrait le recentrer sur l'idée des revirements, sur la question des revirements. Oui, voilà, exactement. D'accord, d'accord, tout à fait d'accord. Pardonnez-moi, parce que faisant le grand départ, mais cette troisième affaire des transsexuels, ça c'est pour moi, ça a été quelque chose d'important. Parce que j'ai même vu des gens qui ont fait des commentaires de cet arrêt en disant la folie introduite dans la loi. Donc ça n'a pas été apprécié par tout le monde. Alors, la question des précédents. La Cour n'est pas obligée de suivre ces précédents, donc il n'y a aucune règle de ce qu'on appelle le stare decisis dans la Cour européenne des droits de l'homme. Mais on le fait pourquoi ? Pour la sécurité juridique. La sécurité juridique, c'est une valeur. C'est une valeur, mais c'est une valeur parmi d'autres. Donc, il faut à la fois avoir la sécurité juridique, ça c'est certain. Il ne s'agit pas de changer de jurisprudence comme ça du jour au lendemain. Et ça, c'est une dimension que moi, j'avais pas bien aperçue au début, je ne cache pas. Et que là, j'ai vraiment appris à apprécier sa force. La sécurité juridique par rapport aux justiciables qui doivent savoir de manière raisonnable à quoi s'en tenir. Mais la sécurité juridique, c'est une valeur, mais qui doit aussi s'articuler avec d'autres valeurs. Et les autres valeurs, c'est la nécessité d'évoluer, de changer lorsque les circonstances changent. Et donc, il faut trouver un équilibre. Donc, la Cour n'est pas tenue de suivre ce précédent, elle le fait dans l'intérêt de la sécurité juridique. Et alors, elle ne manque pas d'ajouter aussi chaque fois, lorsqu'elle évolue dans sa jurisprudence ou lorsqu'elle change sa jurisprudence, elle doit avoir des bonnes raisons de le faire. Et ces bonnes raisons de le faire, c'est dans l'arrêt Chapman que la Cour a eu ce paragraphe 70. C'est comme ça, ces paragraphes qui sont vraiment clés. Il dit, on le fait pour la sécurité juridique, mais lorsqu'il y a des changements, on doit donner les motivations. Et ça, c'est une obligation maintenant que l'on a, une obligation morale, de donner les raisons pour lesquelles on change. Et donc, il ne faut pas changer à chaque
arrêt. Il faut laisser un certain temps et puis alors donner les raisons pour lesquelles un changement doit se faire. Et ça, je trouve beaucoup plus sain. C'est beaucoup plus sain. On dit, voilà, la situation antérieure était celle-là. Aujourd'hui, ça a changé pour telle et telle raison. Par exemple, parce que la jurisprudence de la Cour de justice a évolué. Je prends nos bis in idem. Donc, c'est une raison pour laquelle il faudrait faire évoluer la jurisprudence. Et alors, on dit, la jurisprudence ancienne était ça, la nouvelle est celle-ci. Donc, voilà comment la Cour se situe par rapport à sa propre jurisprudence. Et je trouve que c'est un frein pour éviter que... parce qu'évidemment, on aurait parfois tendance à dire oui, évidemment, ça ne va pas, il faut changer. Non, laissons un certain temps, laissons un certain délai, et puis voyons dans quelle mesure il y a une raison forte de changer. Tout à fait. Et est-ce que certaines notions qui sont mobilisées par la Cour, comme la marge nationale d'appréciation ou l'analyse casuistique, ne sont pas finalement des freins à l'émergence d'un droit commun? Bien sûr, la marge nationale d'appréciation. Voilà à la fois la baguette magique, la bouteille à encre, je ne sais plus comment qualifier la marge nationale d'appréciation. Pour moi, la marge nationale d'appréciation, ça peut être le mieux et le pire. Ça peut être le mieux, et Mireille Delmas-Marty a beaucoup écrit sur la marge d'appréciation. C'est le seul point sur lequel j'ai un tout petit mini désaccord avec elle, tout petit, parce que, et je comprends ce qu'elle dit la marge d'appréciation, c'est l'introduction en quelque sorte du pluralisme. C'est l'introduction du pluralisme et de la reconnaissance de situations différentes dans les pays. Et là, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que la marge d'appréciation devant la Cour, elle est trop souvent utilisée comme étant un peu une sorte de démission du contrôle européen. La marge d'appréciation, ça peut être, la Cour elle n'est pas près des situations locales, donc elle ne peut pas se prononcer là-dessus. Il faut laisser aux autorités locales le soin de le faire. Ça peut être aussi le blanc-seing, ça peut être la démission, ça peut être toutes sortes de choses. Et d'ailleurs maintenant, dans le protocole numéro 16, les États veulent que la marge, qui est heureusement pas encore ratifiée, les États veulent que la marge d'appréciation soit dans le préambule. Et le préambule de la Convention, ça c'est quand même pas rien, c'est quand même le texte programmatique, c'est le texte déclaratoire, c'est le texte symbolique. Alors mettre la marge d'appréciation dans le préambule, je trouve que non, la marge d'appréciation doit être utilisée par la Cour dans des cas précis où pour toute une série de raisons, effectivement, il faut faire un dialogue avec les autorités locales. Il faut établir un dialogue avec les autorités locales et dans certains cas, eh bien, laisser effectivement une marge d'appréciation qui n'est pas un blanc-seing, c'est une marge de manœuvre. Voilà, c'est une marge de manœuvre, mais que dans certaines situations, par rapport par exemple aux politiques sociales, aux politiques fiscales, aux politiques familiales, des choses comme ça. Mais ce n'est pas l'abandon du contrôle européen. Et ce qui me chipote parfois, ce qui me préoccupe, parce que c'est peut-être pas très français de dire chipoter, ce qui me préoccupe parfois, c'est qu'on l'utilise trop largement pour dire bon. Et depuis tout ce débat sur la marge d'appréciation avec le protocole numéro 16, je vois un peu dans un arrêt de la Cour, ok, marge d'appréciation et l'affaire en reste là. Pour moi, la marge d'appréciation doit s'appliquer avec le contrôle européen. Et pour être très concret, je dirais ceci, la marge d'appréciation doit être accompagnée d'une sorte de contrôle procédural. Je prends un exemple qui fera mieux comprendre la chose. Le placement des enfants, qu'est-ce que vous voulez que la Cour elle décider là du haut de son 6e étage à Strasbourg si il faut mettre les enfants doivent aller chez le père ou la mère, etc. C'est évident qu'on n'est pas compétent pour ça. Mais il faut laisser une marge d'appréciation aux États, mais s'assurer qu'ils ont pris toutes les mesures pour arriver à la bonne décision. Et ça, c'est une obligation procédurale. Et on l'a fait dans des affaires. L'affaire Sommerfeld contre l'Allemagne il y a quelques années. Très bien, mais est-ce que vous avez pris toutes les mesures, les expertises et l'éducation de l'enfant pour s'assurer? Donc, l'obligation procédurale, pour moi, est souvent une manière d'accompagner la marge d'appréciation. Donc ça, c'est un peu la manière dont je vois les choses. Ça ne peut pas être une baguette magique pour ça, certainement pas. On pourrait dire peut-être que c'est le contrepoint de la nature positive de certaines obligations. Oui. Oui. C'est le corollaire nécessaire. C'est le corollaire nécessaire, exactement. Exactement, c'est le corollaire nécessaire. Et donc, il faut le penser ensemble. Je sais que vous êtes attaché à la dynamique entre les différents instruments de protection des droits fondamentaux. Et notamment, vous êtes favorable à l'adhésion de l'Union européenne à la Convention. Oui. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots sur sur les obstacles qui persistent dans ce processus? Quelques mots, c'est difficile de sortir à quelques mots, parce que pendant les 12 années j'étais à la Cour,
on a été occupé que de cela. C'est amusant de voir comment chaque juge qui était à la Cour, qu'ils ont été les questions externes, je dirais, à la jurisprudence elle-même qui nous ont mobilisés. Moi, c'était la question de la réforme, on n'a parlé que de réforme. Réforme, il ne faut plus me parler de réforme, j'en suis un peu saturée. Comme disait Woody Allen, ne parlez pas de réforme, les choses vont déjà suffisamment mal comme ça. Donc on a parlé réforme tout le temps. Le second thème sur lequel on a toujours évoqué aussi, parce qu'en 2000, il y a eu la Charte des droits fondamentaux. Et donc dès ce moment-là, il y avait cette question qui je trouvais était vraiment importante. Est-ce que la Cour des droits de l'homme, est-ce que le Conseil de l'Europe allait rester en dehors en disant voilà, ou bien au contraire, on allait prendre une part active dans l'élaboration de la charte. C'est lié évidemment à l'adhésion, ça c'est clair. Et donc la question, et l'option que je trouve était tout à fait raisonnable et sage, était de dire non, il n'y a pas de monopole en matière de droits de l'homme, et donc il faut prendre une part active à l'élaboration de la charte. Il y avait des observateurs du Conseil de l'Europe, de la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'élaboration de la charte. Il n'y a pas de monopole, la charte s'ouvre à des droits que la Convention ne prévoit pas, hein, les droits économiques, sociaux et culturels, même si ce ne sont pas vraiment encore des droits subjectifs, c'est plutôt des principes. Mais donc pendant ces 12 années, 14 années, toute cette question de l'élaboration de la charte et puis de l'adhésion s'est posée. Alors oui, évidemment, je ne le cache pas que j'étais tout à fait en faveur de l'adhésion, parce que il faut, par rapport aux justiciables, c'est évidemment difficile, on va dire oui, ça c'est, on prêche pour sa chapelle, parce que je sais bien qu'il y a ce reproche là derrière. Donc voilà, j'espère que non, mais voilà, on peut le reprocher. Chacun est libre de faire son commentaire. Mais ce qui pour moi était vraiment important, c'est que par rapport aux droits qui sont communs à la charte et à la Convention européenne des droits de l'homme, ce grand volet des droits civils et politiques, modernisé par la charte, bien entendu, modernisé par la charte, pour ce grand volet des droits civils et politiques, il faut pour le justiciable qu'il y ait quand même une voie d'accès qui soit cohérente et plus simple. Tandis que sinon, c'est un... Alors, on a travailler à ça, mais des groupes de travail, ça nous a pris un temps énorme. On a eu des discussions avec la Cour de justice de l'Union européenne en disant il faut trouver là un accord. Il y a eu alors tous les projets comment on appelait ça, les traités d'accord entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne pour l'adhésion. Donc toutes les questions techniques ont été réglées. D'ailleurs, les questions techniques, elles sont toujours réglées. Il y a toujours une solution à des questions techniques. Les vrais problèmes sont des problèmes politiques ou idéologiques. Ça, c'est bien clair. Donc, voilà, le chemin paraissait vraiment sérieusement analysé, balisé, dans le respect de l'autonomie du droit communautaire, qui est évidemment pour moi une valeur fondamentale. La Cour n'a rien à... Enfin, l'autonomie du droit communautaire, c'est évidemment à respecter fondamentalement. Et donc voilà, on a travaillé à ça énormément, en collaboration avec la Cour de justice de l'Union européenne, et puis est tombée la fameuse décision du 18 décembre 2000. J'ai déjà oublié tellement 2014, je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais plus très bien. Enfin, ou alors ça a été le coup de grâce. Ça a été le coup de grâce et je ne le cache pas. Voilà, je suis. Bon, évidemment, cet arrêt m'a rendu bien perplexe, voilà, pour dire les choses très, très, très doucement, quoi. M'a rendu évidemment perplexe parce que toutes ces questions qu'on avait déjà discutées à l'infini sur l'autonomie du droit communautaire, sur la confiance mutuelle, tout ça avait été réglé. Et alors, mais tout le respect que j'ai pour la Cour de justice de l'Union européenne, on a réintroduit dans cette problématique de l'adhésion implicitement cette question de la pyramide des juridictions. Et ça, c'est ce qui, j'avoue, me fait le plus problème. Je trouve qu'en 2018, encore penser les juridictions en termes de pyramide, le fameux modèle kelseenien, on me paraît, je le dis franchement, complètement dépassé. Complètement dépassé, et c'est un peu ce qu'on sent là derrière, qui va être au sommet de la pyramide. Je trouve ça... Alors bien sûr, on va peut-être dire que j'ai une vision biaisée de cet arrêt, ça c'est clair, mais on sent tellement que c'est cette idée là derrière qui me paraît tout à fait dépassée et qui maintenant met certainement un coup d'arrêt pour... Définitivement. Bon, certains disent que non, hein, mais je ne sais pas ce qu'il faudrait pour que ça change, et je trouve que qui y perd, ce sont les justiciables, ça c'est certain. Et ça, je trouve que c'est quand même assez inadmissible que pour des raisons liées... à l'amour-propre des juridictions, si je peux permettre de le dire comme ça, que l'on rende au fond l'accès à la justice des droits fondamentaux plus difficile, parce que c'est ça, la vraie question en définitive. Ça me touche beaucoup. Oui, parce que ça crée une forme d'illisibilité en fait, de l'articulation entre les instruments. Mais bien entendu. Alors oui, est-ce que c'est un coup d'arrêt définitif? Je ne sais pas, il faut toujours espérer. Hein. Tout à fait. Ça nous permet d'entrer dans cette dernière partie de l'entretien, dans le cadre de laquelle nous voudrions évoquer avec vous l'avenir
de la jurisprudence européenne et plus généralement des droits de l'homme, ou d'ailleurs des droits de l'homme ou des droits humains. Quelle est votre opinion sur Moi, cette mon question? opinion, c'est droits humains. Ça, je vous le dis de suite. Droits humains, droits et libertés, droits fondamentaux, droits de la personne, toutes les expressions que l'on entend un peu à droite, à gauche. Voilà, je les préfère parce que parler de droits de l'homme, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quasiment, c'est même plus audible pour moi. Vous êtes Madame la professeure, si je peux me permettre de le dire. Madame, oui, maître de conférence, maîtresse de conférence. Non, voilà, moi, sur ce terrain de la langue, oui, je préfère que la langue traduise la réalité. Et donc, sur les droits fondamentaux, je préfère que l'on parle de cette manière-là, sauf pour les textes historiques, évidemment. On ne va pas parler de la Convention européenne des droits humains, on ne saura plus de quoi on parle, quoi. Donc, ça reste la Convention européenne des droits de l'homme. Je respecte tout à fait les textes historiques. Mais pour tout le reste, oui, voilà, il faut... bon, ça, c'est tout un débat. Moi, à la fois... Il est important, mais pour moi, c'est très clair. Par exemple, la Cour des droits de l'homme, on dit bien sûr la juge, j'aime bien qu'on dit Madame le juge, mais je me demande de qui on parle. Et puis, lorsqu'on gère une affaire, on est rapporteur. Ben alors, au début, quand je suis arrivée à la Cour, j'ai dit, on va marquer la rapporteure dit que. Alors, tout le monde arrive pendant 15 jours, mais maintenant, plus personne ne pense changer. Donc, voilà, c'est pas grand. Ça ne change pas la face du monde. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Alors, l'avenir. C'est une période difficile là, maintenant, ça il faut bien le reconnaître. C'est une période difficile. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais il y a quand même des menaces très grandes par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme. On va en parler. Ah, ben alors on y va, quoi. Alors on y va, alors allons-y. Oui. Depuis la conférence de Brighton, il y a cette défiance des États à l'égard de la Cour et la menace du retrait de certains États de la Convention éventuellement. Comment on peut lutter contre cette défiance ? Comment on peut lutter contre cette défiance? Je prends les menaces. Avant même de parler des menaces de la bombe nucléaire, de dire des États vont quitter la Convention. L'Angleterre a déjà suffisamment de travail avec le Brexit pour qu'elle laisse un peu la Convention en ordre. Enfin, ou en tout cas qu'elle ne se préoccupe pas de ça pour le moment. Mais il y a d'autres choses beaucoup plus importante ou plus problématique que ça, c'est la non-mise en œuvre, je veux dire la non-exécution des arrêts. Ça me préoccupe. Ça, c'est vraiment une question extrêmement préoccupante. Maintenant, la Russie, effectivement, elle ne dit pas encore qu'elle va sortir de la Convention, mais elle ne paie déjà plus, elle n'est plus le grand payeur au Conseil de l'Europe, ce qui pose des tas de problèmes. Mais par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme, elle ne met en œuvre les arrêts que de manière sélective. Elle ne met plus Alors ça, c'est évidemment une menace très grande par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme. Si les arrêts ne sont plus mis en œuvre et qu'ils sont simplement des recommandations, ça c'est la fin du système. Donc il ne faut pas nécessairement quitter la Convention pour démolir le système de protection, mais ne plus mettre les arrêts en œuvre, ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose et ça c'est très préoccupant. Est-ce que c'est un élément qui est pris en compte dans l'élaboration des décisions? Est-ce que la crainte qu'un État ne mette pas en œuvre une solution qui serait trop audacieuse, entre guillemets, susciterait une certaine réserve des juges dans une affaire? Oui et non. Oui et non. Quelqu'un disait, et je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation, que quand on rédige un arrêt, on doit penser à la mise en œuvre. Donc quand on l'écrit, on doit en même temps réfléchir. Et ça, je trouve un conseil, c'était Pierre-Henri Abeck, je crois, qui disait ça, qui était. Et ça, c'est vraiment une recommandation ou un conseil qui, moi, m'a été extrêmement utile. C'est-à-dire que on ne peut pas être des Don Quichotte à la Cour. On ne peut pas être des Don Quichotte et tout d'un coup partir comme ça de manière sans préparation, sans... Je reviens sur les transsexuels. Pourquoi cette jurisprudence a évolué en 2001? Parce que depuis 10 ans, la Cour disait, s'agissant des transsexuels, qu'il fallait avoir cette affaire à l'œil. Donc il faut préparer les évolutions. Ça, c'est un point important. Si on veut que lorsqu'un arrêt de la Cour soit mis en œuvre, on ne peut pas comme ça venir avec un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Je prends un autre exemple, la motivation des jurys d'assises, par rapport notamment à la Belgique, où c'était des affaires belges. Et là, parce que alors je le voyais peut-être plus de l'intérieur comme juge national. Je voyais très bien qu'en Belgique, en ce qui concerne les cours d'assises, on n'a ni motivation ni appel. Vous avez l'appel, nous n'avons rien du tout. Donc c'est vraiment, on répond à 3 questions et 20 ans ou 30 ans de détention. Donc il y avait quelque chose. C'est évident que lorsque ces affaires sont arrivées à la Cour, moi je voyais bien que la question des motivations des arrêts de la Cour d'assises, c'est une question qui était dans l'air depuis déjà des années, et par rapport auxquelles il y avait déjà des propositions et même des projets de loi. Donc, lorsque la Cour intervient, elle doit prendre en compte la réalité
qui est celle du pays en question, et arriver au moment adéquat. Il ne s'agit pas de... Alors ça ne veut pas dire qu'on va éviter de juger par... Non, mais on doit inscrire ça dans un fil pour s'assurer que lorsque un arrêt est pris, avec une position qui est vraiment importante et qui modifie les réalités présentes, que ça puisse être mis en œuvre. Donc c'est ça qui est important. Alors est-ce que ça c'est... Pour moi, j'ai été vraiment toujours attentive à ça, d'arriver au moment adéquat. D'arriver au moment adéquat. Je prends ces deux exemples-là, il y en a encore certainement d'autres. Oui, une autre question, toujours dans les arrêts que vous disiez tout à l'heure qui sont importants. Il y a un arrêt qui était important pour moi, qui malheureusement, j'étais dissidente et je le suis encore plus que jamais. C'est la question de l'expulsion des étrangers malades. L'affaire NA contre le Royaume-Uni. Eh bien, voilà exactement une affaire dans laquelle il y a eu d'autres affaires par après où, effectivement, on a renvoyé au Nigeria une femme qui était atteinte du sida et qui d'ailleurs est morte entre-temps. Et puis alors, il y a eu d'autres affaires qui sont arrivées, notamment en Belgique, Papochvili contre Belgique, où là, la jurisprudence de la Cour a évolué parce qu'on s'est rendu compte qu'en Belgique, il y avait une disposition qui permettait de prendre en compte la situation de maladie des personnes. Et donc, voilà, c'est à un moment donné, Papochvili est parvenu à dire oui, maintenant, il faut prendre en compte la situation de maladie grave auquel une personne est atteinte pour prendre une décision. Donc, il faut tenir compte de tout cela. On ne peut pas arriver de manière abrupte. On ne peut pas arriver de manière abrupte, mais si on veut que les arrêts soient mis en œuvre, parce que sinon, si la mise en œuvre ne se fait pas, ça ne sert à rien. Un arrêt de la Cour, ce n'est pas la fin du monde. Enfin, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début. Mais d'ailleurs, depuis les prémices de la jurisprudence de la Cour européenne jusqu'aux arrêts pilotes, il y a eu un changement de nature du contrôle européen. Et finalement, il y a aujourd'hui des arrêts qui demandent aux États des changements structurels de leur législation, de leur système normatif. Et est-ce que ça, finalement, ça justifie pas des réticences nouvelles? Oui, oui. Là, il faut reconnaître que dans les arrêts pilotes, la Cour va loin. Très loin. Très loin, ça je suis bien d'accord avec vous, elle va très loin. Elle va très loin. Et l'idée même des arrêts pilotes, qu'est-ce que ça vous inspire? Et au début, j'étais perplexe, ça je ne vous cache pas, j'étais perplexe, parce qu'on se rend bien compte, évidemment, on va au-delà, on pousse vraiment à sa limite, à ses frontières extrêmes, l'intervention de la Cour, puisque l'on va dire qu'il faudra faire ci et ça et ça. Donc ça, c'est quand même bien loin de la philosophie même des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors évidemment, ça s'explique d'abord par la dimension structurelle de certaines violations. Ça, c'est une évolution vraiment importante. Aux violations individuelles se sont ajoutées ces dernières années des violations massives et structurelles. Et d'ailleurs, les premiers arrêts pilotes, c'était ça. C'était vraiment ça. C'est une situation dans laquelle il y avait combien de requérants dans l'affaire polonaise, enfin un nombre extrêmement important. Et puis dans Utem Chaska, qui était l'affaire sur le logement, c'était aussi la même chose. Donc c'est cette irruption des violations massives et des violations structurelles. Plus au cœur de cette discussion des arrêts pilotes, toute cette volonté de dire il faut que les arrêts de la Cour soient mieux mis en œuvre. Il y a eu un rapport très important au niveau de l'Assemblée parlementaire en disant tous les membres du Conseil de l'Europe doivent prendre leur part. Le Comité des ministres, l'Assemblée parlementaire et la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça s'est inscrit là-dedans. Et puis, dernier point, les arrêts pilotes au début, je crois que ça reste encore comme ça maintenant, ne sont adoptés qu'après des discussions avec les États. Il ne faut pas croire que ça vient comme ça. Le premier arrêt Bronowski, ça a été discuté très attentivement par le greffe pour voir dans quelle mesure il y avait au niveau des États une volonté de modifier. Et alors, l'arrêt pilote allait en ce sens. Donc, voilà, mais je reconnais que juridiquement, c'est vraiment sur le fil. C'est tout à fait sur le fil. Ça nous permet peut-être d'aborder la question un peu plus spécifique des obligations de pénalisation, qui sont elles aussi sur le fil peut-être. Oui, c'est ce fameux paradoxe que pour respecter les droits de l'homme, il faut du pénal. Alors qu'en principe, les droits de l'homme doivent protéger contre le pénal, parce que c'est ça l'histoire des droits de l'homme. C'est de protéger contre le pouvoir de punir de l'État, contre l'extension de la répression. Et maintenant, on voit, notamment dans ces affaires massives et structurelles, je pense aux affaires contre la Russie pour la Tchétchénie, par exemple, qui sont quand même à la limite entre du droit humanitaire et les droits de l'homme. On est vraiment à
à la marge là. Oui, c'est l'utilisation du pénal pour faire respecter les droits de l'homme. Je suis perplexe, ça je ne vous cache pas, parce que le pénal, il faut se garder du pénal, il faut se protéger du pénal. Alors je comprends bien les arrêts de la Cour s'agissant des immunités, des amnisties, qui sont vus comme étant des manières de ne pas, de dire aux États, écoutez, vous pouvez abandonner ces choses-là, on ne s'en intéresse pas de problème. Sur les questions précisément de situations de violation des droits de l'homme qui sont proches du droit humanitaire. Donc je le comprends, mais c'est vraiment une voie auquel il faut faire extrêmement attention, parce qu'il va y avoir des retours de flamme, évidemment. On ne peut pas engager le pénal comme ça sans continuer à l'entourer de garanties très solides. De garanties très solides, parce que le pénal est un instrument de violence. C'est la violence de l'État. Et c'est vrai qu'il y a un doute un peu sur les critères de l'émergence de cette obligation de pénalisation. C'est des critères qui ne sont pas tout à fait systématisés. On ne sait pas exactement les hypothèses dans lesquelles on va avoir une obligation de pénalisation naître ou pas. Non, non. Vous avez évoqué MC tout à l'heure, et le fait qu'on ait combiné l'article 8 à l'article 3. Alors c'est peut-être le rattachement à la prohibition des traitements inhumains et dégradants qui a permis de justifier l'émergence de l'obligation de pénalisation. Mais est-ce que l'article 8 suffirait, par exemple ? À mon avis, oui. À mon avis, oui. Parce que c'est l'obligation de pénalisation, qu'on dise que c'est en même temps un article 3, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, mais ce qui me gêne, c'est qu'on pousse à travers ça une obligation qui devient une obligation pour l'État, donc de créer des infractions, de créer des incriminations et de les mettre en œuvre. Parce qu'alors certains disent, oui, mais on utilise le droit pénal de manière symbolique. Ça, je n'y crois rien. On n'utilise jamais le droit pénal de manière symbolique, parce qu'à un moment donné, on passera de la symbolique à l'instrumentalité. Et alors, on va l'appliquer. On va l'appliquer et ça... Prenez un exemple de pénalisation qui est bien clair dans cette affaire contre la France sur la traite le violence domestique. Oui. Vous vous rappelez Siliadin, voilà, Siliadin contre France. Qu'est-ce qu'on a dit à la France? Il faut créer une incrimination de violence domestique. Voilà. Ouais. Tout d'un coup, on va dire à la France qu'il faut pénaliser. Alors évidemment, on se dit oui d'un côté, bien sûr. Alors certains disent oui, mais c'est symbolique. Oui, mais un jour, on va l'utiliser. Et donc, il faudra continuer à protéger contre un usage excessif du pénal et en même temps réfléchir à la question de la peine. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui pourraient être mises des principes qui pourraient être mis en question, comme l'opportunité des poursuites. Voilà, tout à fait. Tout à fait. On peut quand même pas, ça me semble quand même délicat, enfin ou impossible que la cause des droits de l'homme vienne dire maintenant vous devez poursuivre, vous imaginez? Mais oui. Là, il y a vraiment une mutation. De nature. Vraiment. Oui, exactement, de nature. Alors, vous avez présidé le tribunal de Monsanto. Alors, vous parliez des considérations nouvelles Est-ce que vous pensez que les risques pour la santé et l'environnement, c'est une menace nouvelle pour l'exercice des droits fondamentaux? Mais certainement, certainement, bien entendu. Et la Cour, est-ce qu'elle a des instruments pour les appréhender? Mais non, la Cour ne les a pas. La Cour, elle applique les droits civils et politiques en ce qui concerne l'autre versant, les droits économiques, sociaux, culturels, etc. On n'est pas compétent à such, comme on dit toujours, en tant que tel. Mais la Cour sera compétente lorsque la violation d'un droit social, par exemple, on va venir à dire dans un moment, lorsque la violation d'un de ces droits peut entraîner une violation d'un droit civil. Je prends un exemple malheureusement un peu tragique mais simple, l'affaire Walala contre République tchèque, où là, j'avoue, les juges de République tchèque nous ont donné du pain béni. C'était le placement d'enfants parce que la famille était en état de précarité. Alors plutôt que dire qu'on plaçait les enfants pour je ne sais tout quoi, non, on a dit on place les enfants parce que les familles sont trop pauvres. Qu'est-ce qu'on pouvait dire si ce n'est que ce n'est pas une raison pour placer les enfants que leurs parents vivent dans cette situation de précarité. Donc on a évidemment trouver une violation de l'article 8 en raison de cette motivation. Ça, c'est les bonnes... Il y a encore d'autres exemples, le bruit ou l'environnement. L'article 8, l'article 8, c'est un peu ça, évidemment. On n'est pas compétent en tant que tel, sauf si ça a une atteinte sur un droit fondamental. Mais évidemment, il faut maintenant aller plus loin sur la question du droit à l'alimentation, le droit à l'environnement, le droit à un environnement sain. Ce sont quand même des questions qui aujourd'hui sont fondamentales et qui touchent les droits fondamentaux, j'ai envie de dire presque, enfin pas plus parce qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les droits fondamentaux, mais autant. Mais alors évidemment, ça pose d'autres questions par rapport aux auteurs de ces violations.
C'est plus seulement l'État, c'est plus seulement des personnes individuelles, ce sont les entreprises. Et ça, c'est alors une question tout à fait importante. La responsabilité des entreprises, des sociétés. Il y a maintenant cette recommandation, résolution, je ne sais plus exactement le terme, des Nations Unies sur la responsabilité des entreprises. Et dans le tribunal Monsanto, on avait toute une série de termes de référence auxquels on devait répondre. L'environnement sain, l'alimentation, la liberté de la recherche scientifique, le droit à la santé, à la lumière de ces principes directeurs sur la responsabilité des entreprises. Et j'étais frappée de voir que ces textes des Nations Unies ont percolé au sein du Conseil de l'Europe. Maintenant, au sein du Conseil de l'Europe, il y a aussi une recommandation sur cette question-là. Et donc ça, c'est évidemment une nouvelle dimension qui est essentielle, fondamentale de prendre en compte. Ça, c'est vraiment oui, on change d'échelle. On change d'échelle. Ah oui, ça, j'en suis tout à fait persuadée. Et pour finir cet entretien sur une note peut-être un peu plus positive que ce tableau qu'on a un peu dessiné, quelles sont pour vous les raisons aujourd'hui de se réjouir? Quels sont les combats gagnés? Est-ce qu'il y a des combats gagnés par les droits de l'homme ou est-ce que c'est toujours fragile? Quelle est votre position vis-à-vis de ça? Des combats gagnés, on revient sur la question, est-ce qu'il faut prendre des termes militaires et avoir toutes les métaphores de la guerre? Mais je crois qu'il y a des petites avancées, ça c'est certain. Ça c'est certain, si on voit la jurisprudence de la Cour depuis son début, 59 jusque maintenant, on voit bien qu'il y a eu des avancées dans des domaines importants. Ça c'est certain, et que sans l'intervention de la Cour, eh bien on en serait encore, je prends la remarque parce que c'est un arrêt tellement fondamental sur l'égalité entre les enfants nés dans le mariage et hors mariage, sur la protection des données, enfin toute une série, on voit bien toute une série de points sur lesquels bien sûr il y a eu des avancées et il faut les capitaliser là-dessus. Il faut capitaliser sur ces avancées, il faut les garder, il faut le dire et le redire. Parce qu'évidemment, à tout critiquer maintenant, on oublie que il y a 15 ou 20 ans, on n'en était pas là. On n'en était pas là et qu'il y a quand même eu sur ce terrain de la reconnaissance des personnes, de la dignité des personnes, des avancées extrêmement considérables. Donc oui, il y a eu des avancées. Oui, il y a eu, je ne dis pas des progrès, parce que la notion de progrès est très ambiguë aussi. Il y a eu des avancées et qui sont importantes. Est-ce que ce sont des combats gagnés? Je n'en sais rien. Je ne réfléchirai pas en ces termes. Les droits fondamentaux sont des droits de vigilance pour moi. Il faut toujours être attentif. Donc il n'y a pas de grand soir dans ce domaine. On ne peut pas dire maintenant tout est acquis, c'est terminé. Évidemment que non. Les droits fondamentaux doivent toujours accompagner les développements politiques, sociaux, économiques. Ils doivent l'accompagner. Donc, ce n'est pas du tout une question d'être pessimiste ou optimiste, c'est que voilà, les évolutions changent, les tensions, les difficultés auxquelles les États sont confrontés prennent des nouvelles formes. Et par rapport à ça, eh bien, il faut garder la boussole des droits fondamentaux, des droits humains. Parce que dans tous ces développements, pour moi, c'est un peu les derniers remparts. Voilà. C'est les derniers remparts. Donc, je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent que tout se dégrade et que, parce que sinon, enfin, ça, je ne suis pas du tout dans cette philosophie-là. Pas du tout. Je vois au contraire, il y a quand même une série de choses aujourd'hui par lesquelles les jeunes générations sont formidables. Regardez tous ces jeunes aux États-Unis contre les armes, ça c'est quand même quelque chose qui est émouvant de voir. Donc oui, je trouve qu'il y a vraiment des choses qui avancent, qui bougent, il y a du dynamisme, il y a du respect des choses. Et les droits fondamentaux vont continuer leur rôle comme ça, de vigilance, sans arrêt. Je pense que c'est un très beau mot pour la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a des choses que nous n'aurions pas évoquées? Oh, ça j'en sais rien. Qui vous semblerait indispensable sur cette question de la construction d'un droit commun? Non, j'aimais beaucoup vos questions, je ne vous cache pas. J'aimais beaucoup vos questions parce qu'elles vont vraiment au cœur des choses. Non. Merci beaucoup. Mais mille merci pour votre temps, pour vos réponses très riches. Donc cet entretien, c'était le premier du projet bâtisseur d'un droit commun. Et ensemble, je pense qu'on a posé la première pierre. Je vous remercie. Avec plaisir.